Les lumières de la scène s'étaient déjà éteintes, mais ma sœur se tenait toujours en dessous, comme si elle s'attendait à ce qu'un public l'applaudisse. La main d'Amy était enroulée autour du poignet de Peyton, pas assez fort pour laisser un bleu, mais juste assez pour rappeler à sa fille qui était censée décider de sa place. Zoé était à côté de moi, près du bord de la salle de répétition vide, sa main gauche cachée derrière son dos, de la façon dont elle la cachait toujours sur les photographies. Amy a regardé Peyton et a dit, « Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'offrir la meilleure vie possible. » Le visage de Peyton a changé. Pendant 18 ans, cette fille avait souri chaque fois que sa mère levait un appareil photo, s'était excusée avant même d'avoir fait quelque chose de mal, et avait ravalé chaque déception, comme si la tristesse était une autre forme d'échec. Maintenant, elle regardait au-delà d'Amy et fixait Zoé, la sœur que sa mère avait effacée, et la main qu'Amy avait autrefois qualifiée de preuve qu'une grossesse devait être interrompue. La voix de Peyton était à peine plus forte que le bourdonnement des lumières de secours. « Si j'étais née différente, m'aurais-tu abandonné, moi aussi ?» Amy a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Dans ce silence, la fille qu'elle avait passé 18 ans à façonner vers la perfection s'est éloignée d'elle, et a traversé la pièce vers l'enfant qu'elle avait rejeté. Ma sœur avait passé 21 ans à choisir entre ces deux filles. Cette nuit-là, elles se sont choisies l'une l'autre. Avant de vous raconter comment nous sommes arrivés dans cette pièce, j'espère que vous allez bien, d'où que vous écoutiez. Restez avec moi, car tout cela a commencé 22 ans plus tôt, par un acte d'amour qui, je le croyais, maintiendrait notre famille unie. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. 22 ans plus tôt, Amy n'était pas la femme debout sous ces lumières de scène éteintes. Elle était ma grande sœur, la personne qui me tressait les cheveux avant l'école, qui cachait mon premier mauvais bulletin jusqu'à ce que je trouve le courage de le dire à notre mère. Et qui avait conduit 3 heures sous le grésil quand ma colocataire de fac m'avait laissé en plan dans une gare routière. Amy pouvait être autoritaire, mais, pendant la majeure partie de ma vie, j'avais confondu cette certitude avec de la force. Quand elle disait qu'elle s'occuperait de quelque chose, je la croyais. Au moment où elle a eu 30 ans, elle et Michael avaient passé des années à essayer d'avoir un enfant. Il y avait eu des rendez-vous, des injections, des procédures et des appels téléphoniques qui se terminaient par Amy disant qu'elle allait bien, d'une voix qui signifiait que personne ne devait poser d'autres questions. Je la voyais arrêter d'aller au baby shower, et faire demi-tour à son chariot de course lorsqu'elle passait devant le rayon des bébés. Elle voulait tellement un enfant, que son chagrin semblait entrer dans chaque pièce avant elle. Lorsqu'elle m'a demandé de porter un embryon pour elle, elle n'a pas fait cette requête à la légère. Elle s'est assise en face de moi, à la table de ma cuisine, les deux mains autour d'une tasse dans laquelle elle ne buvait jamais. Michael est resté à côté d'elle, pâle et silencieux. Amy a expliqué que les embryons avaient été créés avec ses ovules et le sperme de Michael. Génétiquement, le bébé serait le leur. Ils avaient seulement besoin de quelqu'un en qui ils avaient confiance pour porter la grossesse. « Tu es la seule personne à qui je pourrais demander, » a-t-elle dit. « Je saurais que notre bébé est en sécurité avec toi. » Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'ai rencontré le spécialiste en fertilité, j'ai parlé à un avocat indépendant, je me suis renseigné sur les risques physiques, et j'ai réfléchi à ce que signifierait porter un enfant qui quitterait l'hôpital avec quelqu'un d'autre. J'avais 26 ans, j'étais en bonne santé et célibataire. Je savais que la générosité ne protégeait pas un corps des complications, ni une famille du ressentiment. Amy m'a dit qu'elle comprenait chaque inquiétude. Elle a promis que je prendrais mes propres décisions médicales, que j'aurais mon propre avocat, et son soutien à chaque étape. Quand j'ai finalement accepté, elle a pleuré sur mon épaule, si fort que j'ai senti l'humidité à travers mon chemisier. « Tu m'offres ma famille », a-t-elle murmuré. Le transfert a fonctionné. Dès le premier test sanguin positif, Amy a traité la grossesse comme une célébration tant attendue. Elle venait au rendez-vous avec un classeur divisé en sections étiquetées, lisait des livres sur la parentalité à voix haute dans les salles d'attente, parlait à mon ventre avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit à voir, et m'envoyait des listes d'aliments qu'elle avait approuvés. À 12 semaines, elle a scotché l'image de l'échographie la plus nette à l'intérieur de la couverture d'un album pour bébé, et y a écrit « Notre petit miracle ». Elle a choisi le prénom Grace, avant même que nous sachions si le bébé était une fille. Une fois que le test l'a confirmé, Amy a commencé à appeler tous les soirs pour dire bonne nuit à sa fille. Elle et Michael ont peint la chambre de bébé d'un crème pâle, car Amy disait que le rose faisait bon marché sur les photographies. Elle a retourné un ensemble de couvertures tricotées à la main que notre mère avait acheté, parce qu'un bord était irrégulier. À l'époque, j'ai ri,
et je lui ai dit que le bébé finirait probablement par régurgiter sur tout de toute façon. Amine a pari. Elle a répondu qu'un enfant remarque les standards plutôt que les gens ne le réalisent. Ces moments m'ont dérangé, mais seulement légèrement. Je pensais qu'elle était effrayée après des années de déception, et qu'elle essayait de contrôler les rares choses qu'elle pouvait. Je croyais encore que, la première fois qu'elle tiendrait Grace, toute cette tension s'adoucirait pour laisser place à l'amour. Lors de l'échographie morphologique, Amy s'est assise près de mon épaule, pendant que le technicien déplaçait la sonde sur mon ventre. La pièce sentait légèrement l'antiseptique et le plastique tiède. Sur l'écran, notre petite fille s'est détournée, puis a étiré une jambe, comme pour résister à l'examen. Amy a souri et a murmuré, « La voilà ». Le technicien est devenu plus silencieux en étudiant les bras du bébé. Il a ajusté l'image à plusieurs reprises, avant de s'excuser pour faire venir le médecin. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne comprenne pourquoi. Mes épaules se sont crispées, et le papier sous moi a crépité quand j'ai bougé. Le médecin a expliqué que les images suggéraient que la main gauche du bébé pourrait ne pas se développer de manière typique. Il a été très prudent avec chaque mot. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une échographie plus détaillée, et que cette seule découverte ne pouvait pas tout nous dire sur sa santé, ses capacités ou son avenir. Rien de ce qu'il a dit ne sonnait comme une condamnation. Cela ressemblait plutôt à une incertitude, suivie d'informations supplémentaires que nous devions recueillir. J'ai demandé en quoi consisterait le prochain examen, et si le bébé présentait d'autres problèmes. Amy a demandé, quelles sont les chances d'un développement normal? Le médecin a répondu que le développement n'était pas une simple catégorie, et a répété qu'une évaluation plus approfondie était nécessaire. Amy fixait l'écran, mais elle ne regardait plus le visage du bébé. Ses yeux restaient fixés sur le contour flou du bras gauche. À l'extérieur de la clinique, elle est passée devant l'ascenseur et est entrée dans une salle de consultation vide, sans me demander de la suivre. Michael a fermé la porte derrière nous. Amy a posé son sac à main sur la table des deux mains, en l'alignant soigneusement avec le bord, comme si un objet droit pouvait restaurer l'ordre de l'après-midi. Nous devons prendre une décision avant que cela n'aille plus loin, a-t-elle dit. Je lui ai rappelé que le médecin ne nous avait pas donné de diagnostic complet. Amy a secoué la tête. C'est ce qu'ils disent quand ils ne veulent pas te dire à quel point ça pourrait être grave. Elle s'appelle toujours Grace, ai-je dit. Amy a tressailli au prénom. N'appelle pas la grossesse comme ça pour l'instant. C'était la première fois qu'elle parlait de sa fille en tant que « la grossesse ». J'ai senti quelque chose de froid me traverser, plus froid que la peur, car la peur laisse toujours de la place pour l'amour. Amy a baissé la voix, comme si la douceur pouvait changer le sens de ses mots, mais fin à la grossesse. Je veux un enfant normal. Michael regardait le sol. J'ai regardé ma sœur, et j'ai attendu que la femme qui avait autrefois conduit sous le grésil pour moi revienne. Elle n'est pas revenue. J'ai posé une main sur l'endroit où le bébé avait bougé ce matin-là. Non, ai-je dit. Je ne ferai pas ça. L'expression d'Amy s'est durcie. C'est notre embryon, notre enfant. Tu as accepté de nous aider à devenir parents. J'ai accepté de porter ta fille, ai-je répondu. Je n'ai pas accepté de l'effacer quand elle a cessé de correspondre à l'image que tu avais en tête. Elle a arraché la photo de l'échographie de la table, puis a semblé se rappeler qu'elle n'en voulait pas. Ses doigts se sont desserrés, et le carré brillant a glissé de nouveau vers moi. Si tu poursuis cette grossesse, a dit Amy, quoi qu'il arrive ensuite, ce sera sur ta conscience. Elle est partie, avec Michael derrière elle. Je suis resté dans la salle de consultation, tenant la photographie qu'elle avait étiquetée « Notre petit miracle » ce matin-là. Amy était entrée dans la clinique en s'attendant à voir sa fille, l'après-midi même, elle avait transformé cette même enfant en un problème, et qualifié mon refus de trahison. Amy ne m'a pas appelé le lendemain matin. Au lieu de cela, elle m'a envoyé 6 liens avant 7 heures, chacun portant sur le coup, l'épuisement ou la pression liée à l'éducation d'un enfant handicapé. Les articles décrivaient des mariages qui s'effondraient, des frères et sœurs se sentant négligés, et des parents abandonnant leur carrière pour devenir des soignants à temps plein. Elle n'a ajouté aucune salutation, juste une seule phrase sous le dernier lien, « S'il te plaît, lis ceci avant de prendre une décision qui nous affectera tous. » À l'heure du déjeuner, les messages étaient passés de la peur à l'accusation. Amy a écrit que je laissais l'émotion prendre le pas sur la raison. Elle a dit qu'elle et Michael avaient passé des années à créer ces embryons, et que je leur retirais le droit de décider du type d'avenir qu'ils pouvaient gérer. Chaque message utilisait des mots choisis avec soin,
tels que responsable, réaliste et compatissant, comme si mettre fin à la grossesse était un acte de bonté, et la poursuivre était quelque chose d'égoïste que je faisais pour la punir. J'ai essayé de répondre au début. Je lui ai rappelé que le médecin n'avait pas décrit une condition mortelle, et qu'il n'avait même pas terminé l'évaluation. J'ai écrit qu'une différence à une main ne nous disait pas qui l'enfant deviendrait, ni quel genre de vie elle pourrait avoir. Amy a répondu que je n'étais pas celle qui avait prévu de l'élever. Cette phrase m'a marqué, car elle était techniquement vraie. J'avais accepté de porter l'enfant d'Amy et de Michael, pas de devenir responsable de son avenir. Pourtant, plus Amy insistait sur le fait que le bébé leur appartenait, plus elle parlait comme si le corps qui portait ce bébé leur appartenait aussi. J'ai appelé l'avocate qui avait examiné l'accord pour moi avant le transfert d'embryon. Son nom était Laura Bennett, et elle m'a demandé d'apporter chaque message qu'Amy m'avait envoyé. Je me suis assise dans son bureau le lendemain après-midi, mon téléphone sur la table, et le contrat ouvert entre nous. Mes mains tremblaient quand j'ai admis que j'avais cru un jour que cet accord protégerait notre famille d'exactement ce genre de conflit. Laura a lu la section médicale 2 fois. Elle m'a expliqué que les souhaits d'Amy et de Michael comptaient, mais qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'ordonner une procédure médicale sur mon corps. Le contrat documentait ce dont tout le monde avait discuté avant la grossesse, il ne m'enlevait pas le droit de prendre des décisions concernant mes propres soins. Que se passe-t-il si je refuse, ai-je demandé. Laura n'a pas adouci sa réponse, la relation risque de s'effondrer. Ils peuvent retirer leur soutien émotionnel ou financier. Il pourrait y avoir des litiges juridiques concernant la responsabilité après la naissance. Mais ils ne peuvent pas vous forcer à interrompre une grossesse. J'ai regardé la signature que j'avais apposée sous celle d'Amy, des mois plus tôt. À l'époque, cette page m'avait semblé être la preuve que nous nous faisions suffisamment confiance pour nous préparer aux pires éventualités. Maintenant, Amy l'a traité comme un reçu pour avoir le contrôle. Laura m'a dit d'arrêter de me disputer par le biais de messages émotionnels, et de conserver chaque communication. Elle m'a également conseillé de commencer à réfléchir à ce qui se passerait si Amy et Michael continuaient à prendre leur distance. Le bébé aurait besoin d'un plan clair à la naissance, indépendamment de ce que les adultes ressentaient à ce moment-là. Je suis sorti de son bureau avec un dossier serré contre ma poitrine, et la conscience effrayante que refuser Amy n'était que la première décision. D'autres allaient suivre. Michael est venu chez moi ce soir-là, sans elle. J'ai presque ressenti du soulagement quand je l'ai vu à travers la fenêtre, jusqu'à ce que j'ouvre la porte, et que je remarque qu'il fuyait mon regard. Il se tenait dans la cuisine, là où Amy m'avait autrefois montré des échantillons de peinture pour la chambre de bébé, tournant son alliance autour de son doigt pendant que j'attendais qu'il parle. Elle s'effondre, a-t-il fini par dire. Elle dort à peine. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne survivra pas à une autre déception. Je lui ai dit que le bébé n'était pas un traitement raté. Il a tressailli quand j'ai prononcé le mot « bébé », mais il ne m'a pas corrigé. Au lieu de cela, il m'a demandé si je comprenais ce qu'élever un enfant avec des besoins spéciaux pouvait faire à un mariage. Nous ne savons même pas de quelle aide elle aura besoin, ai-je répondu. Tu as entendu le médecin. Michael a fixé le sol. Je sais ce qu'il a dit. Je connais aussi Amy. Si ça continue, je risque de la perdre. L'honnêteté de cette phrase m'a fait plus de mal qu'une autre dispute ne l'aurait fait. Il ne me demandait pas de protéger l'enfant, ni même de le protéger lui. Il me demandait de faire disparaître la peur d'Amy, pour qu'il n'ait pas à choisir entre sa femme et sa fille. Rends les choses plus faciles pour tout le monde, a-t-il dit doucement. J'ai posé mes 2 mains sur le comptoir de la cuisine, car je ne leur faisais plus confiance pour ne pas trembler. Tu veux dire, rendre les choses plus faciles pour Amy. Michael ne l'a pas nié. Il est parti quelques minutes plus tard, disant qu'ils avaient besoin de temps. Mais la conversation avait déjà clarifié ce que le temps ne changerait pas, il avait peur de perdre Amy, il n'avait pas encore peur de perdre l'enfant. Ma mère m'a appelé après son départ. Diane avait parlé à Amy, et voulait que je me souvienne que ma sœur était effrayée, en deuil, et qu'elle ne pensait pas clairement. Elle a dit que la peur pouvait faire dire des choses terribles à de bonnes personnes. Je lui ai répondu que la peur pouvait expliquer les mots d'Amy, mais qu'elle ne pouvait pas prendre la décision à ma place. C'est ta sœur, a dit maman, et c'est sa fille. J'ai répondu, pourquoi tout le monde continue-t-il à me demander de me souvenir d'Amy, alors qu'Amy essaie de l'oublier, elle? Maman est devenue silencieuse. Elle n'était pas d'accord avec moi, mais elle a arrêté de me dire d'être patiente. Ce silence semblait différent de celui de Michael. Le sien protégeait Amy,
celui de maman protégeait l'idée que notre famille pourrait encore redevenir ce qu'elle avait été. Le rendez-vous avec le spécialiste a eu lieu 4 jours plus tard. Amy n'est pas venue. Michael m'a envoyé un message 10 minutes avant le rendez-vous, disant qu'ils avaient besoin d'espace, et qu'ils examineraient le rapport par la suite. J'ai lu ces mots assise seule dans la salle d'attente, entourée de couples se tenant la main et chuchotant au-dessus de papiers pliés. L'échographie a duré près d'1 heure. Le spécialiste a confirmé que la main gauche du bébé ne se développait pas de manière typique. Il m'a également montré son cœur, sa colonne vertébrale, ses reins, ses jambes, et le rythme régulier de ses mouvements. Tout le reste visible ce jour-là semblait se développer comme prévu. Il a pris soin de ne pas promettre ce qu'aucune échographie ne pouvait promettre, mais il n'a pas décrit un enfant sans avenir. J'ai demandé si elle pourrait avoir besoin d'ergothérapie, d'outils adaptés ou d'une intervention chirurgicale après la naissance. J'ai demandé quel spécialiste devrait l'évaluer, et à quoi je devais me préparer pour l'accouchement. Le médecin a répondu à chaque question sans traiter l'enfant comme une tragédie. Au moment où je suis parti, j'avais toujours peur, mais la peur avait changé. Ce n'était plus la peur de ce qu'elle pourrait être, c'était la peur que les personnes qui l'avaient voulu refusent de la connaître. J'ai envoyé à Amy un bref résumé, et j'ai proposé de parler avec le spécialiste ensemble. Elle n'a pas répondu avant tard dans la nuit. Sa réponse est arrivée sous forme de mail plutôt que de texto, assez formelle pour donner l'impression qu'elle l'avait écrite pour un étranger. Elle disait que j'avais violé l'esprit de notre accord en refusant le choix qu'elle et Michael jugeaient responsable. Elle m'a accusé de les forcer vers une vie qu'ils n'avaient jamais consenti à vivre. Vers la fin, sous plusieurs paragraphes sur l'incertitude médicale et les limites émotionnelles, elle a écrit la phrase que je n'oublierai jamais, « Je ne passerai pas ma vie à élever un enfant abîmé ». Je l'ai lu 3 fois. La première fois, j'ai senti la chaleur monter à mon visage. La deuxième fois, ma main s'est posée sur mon ventre, comme si je pouvais empêcher les mots d'atteindre le bébé. La troisième fois, j'ai cessé de chercher la sœur dont je me souvenais à l'intérieur de ce message. Laura m'avait dit de tout conserver, alors j'ai imprimé l'email. La machine a bourdonné pendant que la page sortait centimètre par centimètre, transformant la cruauté d'Amy en lettres noires que je pouvais tenir. Je l'ai placé dans le dossier juridique, avec le contrat, les notes médicales et les messages sans réponse. Je me détestais de faire quelque chose qui semblait si froid, mais je commençais à comprendre que l'amour sans préparation ne protégerait pas l'enfant de ce qui allait suivre. Amy a cessé d'assister à tous les rendez-vous. Les messages de Michael sont devenus brefs et pratiques, demandant des rapports, mais évitant toute mention du prénom Grace. Quand j'utilisais ce prénom, il l'ignorait. Après une autre semaine, il a écrit qu'Amy et lui avaient besoin d'espace jusqu'à ce qu'ils puissent décider quelle implication était possible. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de planifier une réconciliation, et que j'ai commencé à planifier la naissance. Laura m'a mise en contact avec un avocat spécialisé en droit de la famille, qui m'a expliqué la nécessité d'un accord de garde temporaire, au cas où Amy et Michael refuseraient d'assumer leurs responsabilités immédiatement. Nous avons discuté de la communication avec l'hôpital, des décisions d'urgence, et de l'importance d'éviter que le bébé n'arrive au monde sans un adulte clairement identifié, prêt à rester à ses côtés. Je ne savais pas ce qu'Amy finirait par signer, ni si elle changerait d'avis à la naissance du bébé. Je savais seulement que je ne pouvais plus laisser les premiers jours de l'enfant dépendre de l'humeur d'Amy. Chaque décision pratique me donnait l'impression d'admettre que ma sœur pourrait véritablement l'abandonner. Mais refuser de me préparer ne ferait que faire porter au bébé les conséquences de mon espoir. J'ai appelé Amy une dernière fois alors que la date d'accouchement approchait. L'appel a basculé sur la messagerie vocale. J'ai attendu le bip, puis j'ai parlé avant que la peur ne me fasse adoucir la vérité, elle est toujours ta fille. Quoi que tu décides à mon sujet, elle est toujours ta fille. Amy n'a jamais rappelé. 3 jours plus tard, avant le lever du soleil, je me suis réveillé avec une douleur lancinante dans l'abdomen, et un liquide chaud qui se répandait sous moi. En attrapant mon téléphone, j'ai compris que le temps qu'Amy avait demandé était écoulé. Sa fille arrivait, qu'elle soit prête à lui faire face ou non. La première douleur m'a réveillé avant l'aube, assez aiguë pour me couper le souffle. Le temps que j'arrive à l'hôpital, les contractions étaient rapprochées, et ma mère agrippait le volant comme si elle pouvait maintenir toute la situation en place. Diane n'arrêtait pas de me demander si j'avais appelé Amy. Je lui ai dit que j'avais laissé un message. Aucune de nous n'a dit ce que nous savions, si Amy avait voulu venir, on lui en avait donné toutes les chances. Le travail a réduit mon monde à ma respiration, à la pression, et à la barrière froide sous ma main.
Entre les contractions, je regardais la porte. Chaque fois que des pas résonnaient dans le couloir, une part de moi s'attendait à voir Amy entrer, arborant cette expression déterminée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle croyait qu'une crise pouvait encore être organisée. La porte est restée fermée. Ma mère est restée près de moi, mais, même alors, elle semblait divisée entre la fille dans le lit, et la fille qui avait choisi de ne pas être là. Elle m'a essuyé le front, a porté un gobelet à mes lèvres, puis est sortie dans le couloir à 2 reprises pour appeler Amy. Chaque fois qu'elle revenait, elle disait qu'il n'y avait pas de réponse. Michael a envoyé un message pendant que je poussais. Il a demandé si le rythme cardiaque du bébé était stable, et si les médecins avaient vu autre chose que la différence à la main. Il n'a pas demandé comment j'allais, ni dit qu'il arrivait. J'ai lu le message une fois, j'ai rendu le téléphone à maman, et je lui ai dit de ne pas répondre avant la naissance du bébé. Quand la dernière contraction est arrivée, la pièce s'est remplie de mouvements. Une infirmière m'a dit de regarder vers le bas, puis un cri s'est élevé au-dessus de tous les autres sons. Il était en colère, surpris, et vivant. Le médecin a posé le bébé contre ma poitrine. Elle était chaude et glissante, avec des cheveux sombres et humides, et une petite bouche furieuse. Sa main gauche ne s'était pas complètement développée, exactement comme le spécialiste s'y attendait. L'infirmière l'a examinée avec la même attention calme qu'elle accordait à la respiration, à la couleur et au rythme cardiaque du bébé. Personne n'a halté. Personne ne l'a qualifié d'abîmé. J'ai fixé son visage, essayant de trouver l'enfant qu'Amy avait décrit comme un futur fardeau. Tout ce que j'ai vu, c'était un nouveau-né clignant des yeux contre la lumière. Son petit bras a bougé sur ma blouse. Quand j'ai touché le côté de sa main avec un doigt, elle a enroulé ce qu'elle pouvait autour de moi. La prise était inégale, mais déterminée. Amy avait regardé une échographie et vu ce qui manquait, j'ai regardé le bébé dans mes bras, et j'ai vu quelqu'un qui essayait de s'accrocher. Maman s'est penchée au-dessus du lit. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle n'a pas immédiatement tendu les bras vers le bébé. Elle ressemble à Amy quand elle est née, a-t-elle murmuré. Cette ressemblance a rendu l'embrasure de la porte vide encore plus grande. J'ai demandé à maman de prendre une photo et de l'envoyer à Amy et Michael. Leur fille était là, l'image aurait dû suffire. Michael a répondu 20 minutes plus tard. Il a demandé l'évaluation du pédiatre. Amy n'a rien dit. L'assistante sociale de l'hôpital est venue cet après-midi-là, parce que nos avocats avaient prévenu le personnel que les parents d'intention pourraient ne pas assumer leurs responsabilités à la naissance. Elle a expliqué le plan temporaire déjà préparé, jusqu'à ce que la responsabilité légale soit clarifiée, le bébé pourrait rester à ma charge en vertu d'un accord formel de garde, avec des décisions médicales documentées par les voies appropriées. J'ai signé là où mon avocate me l'a indiqué, portant toujours un bracelet d'hôpital, et tenant le bébé contre mon épaule. Ces papiers ne faisaient pas de moi sa mère, ils s'assuraient simplement qu'elle ne deviendrait pas un problème ballotté d'un bureau à l'autre, pendant que les adultes se disputaient. Amy et Michael ont demandé des examens supplémentaires avant de prendre une décision finale. Un spécialiste en pédiatrie a vérifié le cœur, la colonne vertébrale, l'audition, les réflexes et les mouvements du bébé. À l'exception de sa main gauche, rien dans l'immédiat ne suggérait un problème de santé grave. Le médecin a expliqué que personne ne pouvait prédire chaque difficulté future pour un nouveau-né, mais qu'il n'y avait aucune raison de supposer que cet enfant ne pourrait pas grandir, apprendre, s'adapter, et vivre une vie bien remplie. Amy s'est jointe à une conversation par téléphone. J'ai entendu sa voix à travers le haut-parleur, pendant que le bébé dormait dans le berceau transparent à côté de moi. Est-ce que la chirurgie peut lui donner un aspect normal, a-t-elle demandé. Le médecin a expliqué que de futurs spécialistes pourraient discuter de la fonction et des traitements possibles, mais qu'aucun médecin éthique ne pouvait promettre de remodeler un enfant pour le conformer à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de la normalité. Amy a demandé si la différence pourrait devenir plus visible à mesure que l'enfant grandirait. Elle n'a jamais demandé si le bébé était à l'aise, combien elle pesait, ou si elle ouvrait les yeux. Lorsque le médecin a refusé d'offrir des certitudes, Amy a déclaré qu'elle et Michael n'étaient pas prêts à assumer la responsabilité. Sa voix était contrôlée, presque professionnelle. Puis l'appel a pris fin. Je me suis assise à côté du berceau après le départ de tout le monde. Le bébé dormait, une joue tournée vers moi, ignorant que 2 personnes attendaient une garantie avant de décider de l'aimer ou non. J'avais cru que la naissance pourrait changer Amy, au lieu de cela, elle avait supprimé la dernière excuse pour faire semblant que sa peur était temporaire. Ramener le bébé à la maison dans le cadre d'un accord temporaire n'était pas la même chose que décider de l'élever pour toujours.
Au cours des semaines suivantes, j'ai rencontré un spécialiste en droit de la famille, une assistante sociale, et un conseiller financier. J'ai compté mes économies, mesuré l'espace dans ma petite maison, passé en revue mon assurance maladie, et calculé combien de clients je pouvais garder tout en m'occupant d'un nourrisson. Chaque question pratique portait le poids d'une vie entière, qui resterait avec elle si elle avait besoin d'une thérapie? Pourrais-je travailler de la maison assez souvent? Que se passerait-il si je tombais malade? Étais-je en train de choisir par amour, par culpabilité, par colère contre amis, ou par un mélange de tout cela que je n'avais pas encore démêlé? Maman m'a regardé remplir un bloc-notes jaune de chiffres, un soir, pendant que le bébé dormait dans un berceau emprunté près du canapé. Tu as 26 ans, a-t-elle dit. Tu as encore toute une vie que tu avais prévue. Si tu fais ça, tout change. Je savais qu'elle avait peur pour moi, tout comme elle avait eu peur pour Amy. Mais la peur avait déjà reçu beaucoup trop d'autorité dans notre famille. Elle ne peut pas rester en suspens pendant que nous protégeons tous les vies que nous avions prévues, ai-je dit. Elle est déjà là. Maman a regardé vers le berceau. Pour une fois, elle ne m'a pas demandé de réfléchir. Le processus légal a pris du temps. Amy et Michael avaient des représentations séparées, et des occasions répétées de reconsidérer leur choix. Ils ne l'ont pas fait. Finalement, ils ont signé les consentements nécessaires, et j'ai commencé le processus d'adoption, avec des visites à domicile, des vérifications d'antécédents, des divulgations financières, et une période d'attente qui a semblé interminable, mais nécessaire. Pendant ces mois, le bébé a cessé de me sembler être quelqu'un que je gardais temporairement en sécurité. J'ai appris le cri qui signifiait la faim, et celui, plus calme, qui signifiait qu'elle était trop fatiguée. J'ai appris comment elle se tournait vers ma voix, et qu'elle dormait mieux avec un pied contre le berceau. L'amour n'est pas arrivé comme une révélation dramatique. Il s'est accumulé à travers les biberons lavés à minuit, les visites chez le médecin, la lessive, l'inquiétude, et la décision quotidienne d'être là le lendemain matin. Je ne pouvais pas continuer à l'appeler Grace. Ce prénom appartenait à l'enfant qu'Amy avait imaginé avant l'échographie, un enfant aimé seulement tant qu'elle restait une idée. J'ai choisi Zoé, un prénom qui signifiait « la vie », car la vie était ce sur quoi elle avait insisté dès l'instant où elle avait pleuré dans la chambre d'hôpital. Une nuit, alors que l'adoption était encore en cours, je l'ai tenue près de la fenêtre de la cuisine pendant que la pluie tapait contre la vitre. Elle a enroulé sa petite main autour de mon doigt à nouveau. J'ai pressé mes lèvres sur ses cheveux, et j'ai prononcé la promesse que je vivais déjà, si personne ne vient te chercher, moi je resterai. Lorsque l'adoption a été finalisée, la pièce était plus petite et plus silencieuse que je ne l'avais imaginé. Ma mère était assise derrière moi. L'avocat a fermé le dossier et a souri. Une seule chaise est restée vide contre le mur, une place qu'Amy aurait pu occuper si elle avait voulu être témoin de la vie qu'elle avait refusée. J'ai regardé Zoé dans mes bras, et j'ai compris que je n'avais rien gagné sur ma sœur. Je n'avais pas pris son enfant, ni ne l'avais vaincu dans un quelconque concours. J'avais accepté la responsabilité d'une personne qui grandirait, souffrirait, se poserait des questions, et qui aurait un jour besoin de la vérité. Alors que je portais ma fille hors de cette pièce, la chaise vide est restée derrière. La vie qu'Amy avait abandonnée est rentrée à la maison avec moi. L'enfance de Zoé ne s'est pas déroulée sous les lumières des hôpitaux, ou dans des cabinets d'avocats. Elle s'est déroulée à ma table de cuisine, dans les cours de récréation, dans les couloirs de l'école, et dans tous les endroits ordinaires où un enfant découvre lentement comment le monde le voit. Quand elle a eu 4 ans, elle a passé près de 20 minutes à essayer d'attacher les boutons d'un gilet jaune. Sa main gauche pouvait stabiliser le tissu, mais elle ne pouvait pas pincer les petits boutons en plastique comme sa main droite le faisait. J'ai tendu la main de l'autre côté de la table pour l'aider, et elle a tiré le pull loin de moi. « Je peux le faire », a-t-elle dit, son visage contracté par la concentration. Elle a raté la boutonnière 2 fois, puis a trouvé un moyen de maintenir le tissu contre le bord de la table, tout en poussant le bouton à travers avec son pouce droit. Le gilet a fini de travers, et le bouton du bas est entré dans le mauvais trou. Zoé l'a regardé, a considéré le résultat, et a souri. Je voulais le réparer, au lieu de cela, je lui ai demandé si elle l'aimait ainsi. C'est boutonné, a-t-elle répondu, comme si cela réglait tout. Ce moment m'a appris plus sur la façon de l'élever que n'importe quel spécialiste. Mon travail n'était pas de rendre chaque tâche si facile qu'elle n'aurait jamais à lutter, c'était de m'assurer qu'elle avait le temps, les outils et la confiance nécessaires pour découvrir sa propre façon de faire. Il y a eu des moments difficiles. D'autres enfants demandaient pourquoi sa main était petite.
Certains demandaient poliment, d'autres l'attrapaient avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Une fois, après qu'un garçon en maternelle ait appelé une main de bébé, Zoé est rentrée à la maison et a refusé de retirer son manteau. Je me suis assise à côté d'elle sur le sol, jusqu'à ce qu'elle glisse finalement un bras hors de la manche. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal avant de naître ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit que non. J'ai dit que les corps grandissaient de différentes manières, et que le sien avait fabriqué une main différemment. Je ne lui ai pas dit qu'elle était spéciale, parce que je savais que les enfants pouvaient entendre quand les adultes utilisaient ce mot pour éviter de dire quelque chose d'honnête. Je lui ai dit qu'elle pourrait avoir besoin de résoudre certains problèmes différemment, mais que rien dans son corps ne la rendait mauvaise. Je ne lui ai jamais dit non plus qu'Amy était morte, ou qu'il n'y avait eu personne avant moi. Quand Zoé était jeune, je lui ai expliqué qu'une autre famille s'était attendue à l'élever, mais qu'elle avait pris peur et n'avait pas assumé sa responsabilité. Je lui ai dit que je l'avais portée, puis que j'avais choisi de devenir sa mère. En grandissant, ses questions sont devenues plus précises. À 9 ans, elle a demandé si je connaissais la femme qui s'attendait à être sa mère. À 12 ans, elle a demandé si cette femme l'avait déjà tenue dans ses bras. À 15 ans, elle s'est assise en face de moi, à la même table de cuisine où j'avais autrefois accepté de porter l'embryon d'Amy, et m'a demandé pourquoi j'avais parfois l'air triste lorsqu'elle parlait de ma sœur. C'est à ce moment-là que je lui ai dit la vérité complète. Amy n'était pas une étrangère, elle était ma grande sœur. L'embryon avait été créé à partir de l'ovule d'Amy et du sperme de Michael. Biologiquement, Amy et Michael étaient ses parents. Légalement, et de toutes les manières qui façonnaient notre vie quotidienne, Zoé était ma fille. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis, elle a demandé si Amy l'avait vue après sa naissance. Je lui ai dit qu'Amy n'était pas venue à l'hôpital. Zoé a fixé le grain du bois de la table. C'était à cause de ma main. Je ne pouvais pas lui donner la réponse qu'elle voulait, car la réponse honnête aurait planté les mots les plus laids d'Amy en elle, avant qu'elle ne soit prête à les porter. J'ai répondu qu'Amy avait eu peur d'un avenir qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle avait fait un choix qui n'était pas de la faute de Zoé. Zoé a accepté la réponse sans y croire complètement. Après cette conversation, j'ai remarqué qu'elle commençait à cacher sa main gauche sur les photographies. Parfois, elle la plaçait derrière son dos, parfois, elle la glissait sous son coude droit, ou laissait une manche la recouvrir. Je ne lui ai jamais dit d'arrêter, car je ne voulais pas que son corps devienne un autre sujet que les adultes géraient pour elle. Pourtant, chaque fois qu'elle le faisait, je me demandais si le rejet d'Amy l'avait atteinte, même sans les détails les plus cruels. Zoé n'a jamais demandé si Amy avait eu un autre enfant. Je savais que la question planait entre nous, car je l'avais vu marquer une pause lorsque des proches mentionnaient la famille d'Amy. Elle changeait toujours de sujet avant que quiconque ne puisse répondre. 3 ans après la naissance de Zoé, Amy et Michael ont fait appel à une autre mère porteuse par le biais d'un programme différent. Ma mère ne m'a parlé de la grossesse qu'après le premier trimestre, comme si retarder la nouvelle pouvait la rendre moins douloureuse. Amy disait aux proches que le premier arrangement avait échoué parce que j'avais changé d'avis, et refusé de lui donner le bébé. Cette version a voyagé plus loin que la vérité, parce qu'elle était plus simple. Amy est devenue la femme en deuil, trahie par sa propre sœur, tandis que je suis devenue la mère porteuse qui s'était attachée et avait rompu un accord. Diane en savait assez pour comprendre que c'était faux, mais elle m'a demandé de ne pas corriger les gens publiquement. Pense aux enfants, a-t-elle dit. À l'époque, un seul enfant savait qu'il avait été abandonné, l'autre n'était pas encore né. Je me suis dit que rester silencieuse empêcherait Zoé de devenir le sujet de commérages familiaux. Je ne comprenais pas encore que le silence crée sa propre version des événements. Amy a nommé sa deuxième fille Peyton. L'annonce l'appelait « le miracle que nous attendions », comme si aucun enfant n'avait existé avant elle. Sur les photographies, Peyton portait de douces robes blanches et des bandeaux assortis. Amy et Michael se tenaient de chaque côté d'elle, sous une lumière soigneusement arrangée. Chaque image semblait chaleureuse, équilibrée et complète. J'ai vu la majeure partie de l'enfance de Peyton à travers les photos qu'Amy publiait publiquement ou envoyait à notre mère. À 5 ans, Peyton portait une minuscule robe de récital, et tenait une médaille de participation en argent. À 8 ans, elle se tenait à côté d'un panneau d'exposition scientifique, tandis que la légende d'Amy énumérait les heures qu'elles avaient passées à le perfectionner. À 11 ans, elle chantait lors d'une collecte de fonds communautaires. À 14 ans, elle apparaissait sur des portraits de famille, portant la même nuance de bleu qu'Amy. Diane mentionnait parfois des détails qu'Amy ne publiait pas.
Peyton avait pleuré avant un concours de chant parce qu'elle voulait abandonner, Amy lui avait dit que les engagements forgeaient le caractère. Peyton avait un jour reçu un B en mathématiques, et Amy avait organisé des cours particuliers supplémentaires avant même que le bulletin n'atteigne le bureau de Michael. Lorsque Peyton a été malade avant une photo de vacances, Amy lui a donné des médicaments, l'a coiffé, et a pris la photo quand même. Michael l'arrêtait rarement. Sa main reposait sur l'épaule de Peyton sur les photos, dans les histoires de ma mère, il disait généralement qu'Amy voulait seulement le meilleur pour leur fille. Pendant ce temps, Zoé devenait quelqu'un qui préférait rendre une scène magnifique, plutôt que de se tenir au centre de celle-ci. Elle étudiait le design théâtral à l'université, et travaillait à temps partiel au théâtre communautaire de Fairview. Elle pouvait transformer du bois mis au rebut en porte, vieillir une chaise neuve avec de la peinture, ou réparer un costume déchiré de sorte que les dégâts deviennent presque invisibles. Elle aimait le travail en coulisses, parce que les gens là-bas se souciaient plus de savoir si quelque chose fonctionnait, plutôt que de savoir si cela paraissait parfait depuis le public. À 21 ans, Zoé s'était bâti une vie pleine d'amis, de dates butoirs, de tasses de café, et de croquis à moitié terminés étalés sur notre table à manger. L'absence d'amis existait toujours, mais elle n'occupait plus chaque pièce. À la fin de cet été-là, le théâtre a annoncé une production pour les jeunes des lycées et des universités. Zoé a rejoint l'équipe de conception. Amy, qui travaillait désormais dans les relations publiques pour un centre d'art privé, a inscrit Peyton au programme de théâtre. D'après ce que disait ma mère, Amy pensait qu'un rôle de premier plan renforcerait les dossiers d'inscription à l'université de Peyton. Je ne savais rien de tout cela l'après-midi où Zoé est rentrée des auditions, portant une pile d'échantillons de tissu et une expression que je n'arrivais pas à lire. Il y avait une fille là-bas qui m'a semblé familière, a-t-elle dit en ouvrant le réfrigérateur. Pas familière dans le sens où je l'ai déjà rencontrée. Juste. Quelque chose chez elle. J'ai demandé le nom de la fille, mais Zoé a dit qu'elle ne l'avait pas saisie. Elle a haussé les épaules, et a changé de sujet pour parler d'importants à costumes endommagés. Quelques jours plus tard, après une autre répétition, Zoé m'en a dit plus. La fille avait fait tomber un dossier de partition près de la porte de la scène. Les pages s'étaient éparpillées sur le sol, et Zoé s'était accroupie pour aider à les ramasser. Une page a glissé sous un banc, et Zoé a tendu sa main gauche pour l'attraper. La fille l'a remarqué. Elle n'a pas dévisagé, ne s'est pas excusée, et n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a simplement tenu le banc stable, pendant que Zoé tirait la page. Elle a dit que la musique essayait de s'échapper avant les auditions, m'a raconté Zoé. J'ai répondu que c'était probablement parce qu'elle l'avait entendu chanter. La fille a ri au lieu de s'offusquer. Puis elle s'est présentée, Peyton Whitmore. Zoé s'était figée en entendant le nom. Whitmore n'était pas un nom de famille rare, et elle n'avait jamais vu assez de la vie privée d'Amy pour savoir à quoi ressemblait sa fille aujourd'hui. Elle s'est dit que c'était une coïncidence, mais, alors que Peyton s'éloignait, Zoé l'a regardé se tourner vers les lumières de la scène. L'angle de son visage a accroché la lueur, et Zoé a vu ce que j'avais craint qu'elle reconnaisse un jour, la fille avait les yeux d'Amy. Au cours des 2 semaines suivantes, le prénom de Peyton a commencé à apparaître dans les histoires de Zoé presque chaque soir. Au début, elle la mentionnait de manière informelle, tout en triant des tissus sur notre table à manger. Peyton avait obtenu l'un des rôles les plus en vue de la production. Amy avait publié l'annonce avant même la fin de la répétition, louant la discipline de sa fille, et remerciant tous ceux qui avaient reconnu ce dont Peyton était capable. Zoé a remarqué que Peyton n'avait pas l'air aussi ravi que sa mère. Lorsque la metteuse en scène, Helena, l'a félicité, Peyton a souri machinalement, et a demandé combien de répétitions le rôle exigerait. Plus tard, alors que la troupe se rassemblait près de la scène, elle a avoué à Zoé qu'elle avait envisagé de demander un rôle plus petit. Avant qu'elle ne puisse en parler à Helena, Amy a appelé. Zoé était assez près pour entendre Peyton dire qu'elle n'était pas certaine de pouvoir gérer le rôle, avec l'école et les dossiers d'université. La réponse d'Amy était assez forte pour raisonner depuis le téléphone, « Sais-tu combien de filles seraient reconnaissantes d'avoir cette opportunité ?» Peyton s'est excusée. À la fin de l'appel, elle avait accepté de garder le rôle. Zoé m'a raconté cela alors qu'elle réparait un cadre photo en bois destiné au décor. Un coin s'était fissuré, et quelqu'un avait suggéré de le jeter, car un autre cadre pouvait être acheté à bas prix. Zoé a collé la fente, a renforcé l'arrière, et a peint par-dessus la réparation sans la cacher complètement. Il tient toujours une photo, a-t-elle dit, quand je lui ai demandé pourquoi elle y avait passé tant de temps.
C'était ainsi que Zoé voyait les choses abîmées. Elle ne prétendait pas que la fissure n'avait jamais existé, elle cherchait simplement ce que l'objet pouvait encore faire. Leur amitié avec Peyton s'est développée dans les moments autour des répétitions. Elle mangeait des hamburgers du dîner d'en face, pendant que le reste de la troupe pratiquait une séquence de danse. Elle s'asseyait sur des caisses de rangement retournées derrière le rideau, et parlait des professeurs, de la musique, et de cette étrange pression de devoir décider quoi faire du reste de leur vie, avant que l'une ou l'autre ne se sente assez vieille pour comprendre la question. Peyton parlait à Zoé de ses concours de chant, de ses prix scolaires, et des projets de bénévolat qu'Amy avait choisis pour elle. Elle les énumérait rapidement, comme si elle récitait des informations qu'elle avait été entraînée à fournir. Zoé lui a demandé quel genre de musique elle écoutait quand personne d'autre n'était là. Peyton a hésité, personne ne me demande jamais ça. D'après Zoé, Peyton a regardé son téléphone avant de répondre. Elle faisait la même chose chaque fois que Zoé lui demandait si elle aimait jouer la comédie, dans quelle université elle voulait aller, ou comment elle passerait un week-end complètement libre. C'était comme si la bonne réponse devait arriver dans un message d'ami. Zoé ne posait jamais de questions sur les récompenses. Elle ne demandait pas si Peyton avait été la meilleure chanteuse, la plus jeune finaliste, ou l'élève la plus impressionnante de la pièce. Peyton a semblé confuse par cela au début, puis elle a commencé à parler plus librement. Elles ont découvert de petites similitudes qui mettaient Zoé mal à l'aise. Toutes deux mordaient l'intérieur de leurs lèvres inférieures quand elles se concentraient. Toutes deux détestaient les raisins secs, mais aimaient le pain à la cannelle. Lorsqu'une lumière de scène a clignoté pendant une répétition, elles ont penché la tête dans la même direction, avant même que l'une d'elles ne réalise que l'autre avait bougé. Aucune de ces choses ne prouvait quoi que ce soit. Les familles ne se construisent pas sur des gestes partagés et des aliments détestés. Pourtant, chaque ressemblance rendait le nom de Whitmore plus difficile à ignorer pour Zoé. Je lui ai demandé si elle voulait que je fasse des recherches sur l'identité de Peyton. Zoé a secoué la tête avant même que je finisse ma question. Si c'est la fille d'Amy, je ne veux pas le découvrir en enquêtant sur elle, a-t-elle dit. Elle n'a rien fait de mal. J'ai entendu la retenue sous ces mots. Peyton aurait pu être l'enfant qu'Amy avait accepté après avoir rejeté Zoé. Zoé avait toutes les raisons de se protéger de cette possibilité. Au lieu de cela, elle protégeait Peyton de l'idée d'être réduite à une simple preuve. La répétition qui a tout changé a eu lieu un jeudi soir. Zoé avait prévu de rester tard, pour aider à réparer une section roulante du décor, alors j'ai accepté de passer la prendre après 21h. Peu avant mon départ de la maison, elle m'a envoyé un message disant que la répétition s'était arrêtée, et que Peyton ne se sentait pas bien. Lorsque je suis arrivé au théâtre, Zoé avait déjà éloigné Peyton de la scène. Je les ai trouvés dans une petite salle de travail en coulisses, où les bruits de la troupe étaient étouffés par d'épais rideaux. Elena se tenait près de la porte, parlant doucement dans son téléphone, tandis que Zoé était assise sur le sol à plusieurs mètres de Peyton. Le dos de Peyton était contre une armoire. Ses respirations étaient trop rapides, chacune se bloquant avant de sembler atteindre ses poumons. Elle tenait ses deux mains devant elle et fixait ses doigts. « Il picote » a-t-elle dit. « Je ne les sens plus correctement. »« Tu respires très vite » lui a dit Zoé, d'une voix stable mais sans fausse gaieté. Elena cherche de l'aide. « Tu n'es pas obligé de te lever. » Peyton a secoué la tête. J'ai oublié la réplique. Je ne l'avais jamais oubliée. Là-bas, son téléphone a vibré sur le sol. L'écran s'est allumé avec le nom d'Amy, suivi immédiatement d'un autre message. Même d'où j'étais, je pouvais lire une partie de l'aperçu, « Garde tes épaules en arrière, tu as l'air fatigué sur les photos de la répétition. » Zoé a retourné le téléphone face vers le bas sans lire le message à voix haute. Elle a demandé à Peyton de regarder la boîte à outils rouge près de l'armoire, puis le dévidoir de ruban adhésif argenté sur la table, puis le fil bleu qui pendait d'une manche de costume. Peyton a suivi chaque consigne avec ses yeux. Sa respiration n'est pas redevenue normale immédiatement, mais elle a progressivement cessé de s'emballer. Elena avait déjà contacté le soutien médical approprié, et restait assez proche pour intervenir. Zoé n'a pas prétendu savoir comment guérir ce qui se passait. Elle a simplement gardé la pièce silencieuse, et a donné à Peyton quelque chose d'immédiat sur quoi se concentrer pendant qu'elles attendaient. Je suis resté près de la porte. Peyton ne savait pas qui j'étais, et entrer au centre de ce moment n'aurait fait que lui donner une personne de plus pour qui jouer la comédie. Lorsque sa respiration s'est apaisée, la gêne a remplacé la peur. Peyton a pressé ses paumes contre ses genoux,
et a murmuré qu'Amy ne devait pas le découvrir. Elle va penser que je ne suis pas prête pour le rôle, a-t-elle dit. Elena l'a assuré qu'avoir besoin d'une pause ne signifiait pas qu'elle avait échoué. Peyton a hoché la tête poliment, mais ses yeux restaient fixés sur le téléphone. Après qu'Elena soit sortie dans le couloir pour informer le personnel, Zoé a demandé pourquoi le dire à Amy semblait pire que ce qui venait de se passer. Peyton a dégluti. Parce que quand je fais quelque chose de bien, elle me regarde comme si j'étais tout ce qu'elle avait attendu. Quand j'échoue, elle ne crie pas. Elle a juste l'air déçue, et toute la maison change. Zoé a jeté un coup d'œil vers moi, puis à nouveau vers Peyton. J'ai pu voir le moment où elle a cessé de considérer la fille comme la fille qu'Amy avait choisie à sa place. Peyton ne se tenait pas du côté sûr de l'amour d'Amy, elle était en équilibre précaire à l'intérieur de celui-ci. Tu as oublié une réplique, a dit Zoé. Ça ne change pas qui tu es. Ça change qui elle pense que je suis. Zoé s'est adossée à l'armoire d'en face, laissant assez de distance pour que Peyton ne se sente pas envahi. Tu n'es pas obligé de jouer quand il n'y a pas de public. Peyton l'a regardé pendant plusieurs secondes. Son regard s'est baissé brièvement vers la main gauche de Zoé, qui reposait ouvertement contre le sol. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, ni offert de sympathie. Elle a seulement remarqué que le fermoir de la pochette à outils de Zoé s'était tordu sous sa paume. Tu veux que j'arrange cette boucle, a demandé Peyton. Zoé a baissé les yeux et a souri. Ça m'agace depuis une semaine. Peyton a ajusté la sangle avec soin. Ce geste était ordinaire, et c'est pour cela qu'il comptait. Elle n'a pas traité la main de Zoé comme une tragédie, et Zoé n'a pas traité la peur de Peyton comme une faiblesse. Des pas ont résonné sur le sol des coulisses. Avant que je puisse me présenter, la voix d'une femme a exigé de savoir où était Peyton. J'ai reconnu Amy avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, portant un manteau ajusté, et cette expression qu'elle arborait lorsqu'un événement avait cessé de suivre son plan. Ses yeux se sont posés d'abord sur Peyton assise par terre, puis sur Zoé à côté d'elle. Tout dans le visage d'Amy a changé. Elle n'avait pas besoin de présentation. Son regard s'est fixé sur les traits de Zoé, avant de descendre vers la main gauche visible. Pendant un moment suspendu, aucune des deux sœurs n'a parlé. Zoé avait imaginé rencontrer Amy de 100 façons différentes au fil des ans, mais elle n'avait jamais imaginé Amy avoir peur d'elle. Amy a traversé la pièce et a remis Peyton sur ses pieds. Ses doigts se sont refermés autour du poignet de Peyton, assez fermement pour faire grimacer la fille. « Maman, Zoé m'aidait », a dit Peyton. Amy ne m'a pas regardé. Elle a seulement regardé la jeune femme qu'elle avait refusé de rencontrer 21 ans plus tôt. « Reste loin de ma fille », a-t-elle dit. Le visage de Zoé s'est figé. Peyton s'est tourné vers sa mère avec confusion, mais Amy la tirait déjà vers le couloir. Je me suis avancé à côté de Zoé alors qu'elle disparaissait par la porte des coulisses. Elle continuait à regarder l'espace vide où Peyton s'était tenu. La réaction d'Amy avait répondu à ce qu'un nom de famille et une paire d'yeux familiers ne pouvaient pas confirmer, Peyton était la sœur de Zoé. La terreur sur le visage d'Amy révélait autre chose, elle n'avait jamais dit à Peyton que Zoé existait. Zoé n'a pas parlé avant que nous n'atteignions le parking. Elle marchait à côté de moi, sa pochette à outils pressée contre sa hanche, fixant l'endroit où la voiture d'Amy avait disparu. La porte du théâtre s'est refermée derrière nous, étouffant les voix de la troupe qui retournaient répéter. Elle m'a reconnu, a dit Zoé. Je ne pouvais pas lui offrir d'explication plus douce. Amy avait reconnu la forme de son visage, la main qu'elle avait refusé de voir après la naissance, et la fille qu'elle avait passé 21 ans à prétendre ne pas exister. Oui, ai-je dit. Elle t'a reconnu. Zoé a regardé de nouveau vers le théâtre. Peyton ne m'a pas reconnu. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Amy a rempli l'écran, pour la première fois depuis des années. J'ai envisagé de laisser sonner jusqu'à la messagerie, mais Zoé me regardait. Le silence avait protégé Amy assez longtemps. J'ai décroché et j'ai activé le haut-parleur, pour que ma fille n'ait pas à se demander ce qui se disait sur elle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a exigé Amy. Sa voix tremblait de colère, mais, en dessous, j'ai entendu la peur que j'avais vue sur son visage. Elle m'a accusé d'avoir inscrit Zoé au programme de théâtre parce que je savais que Peyton y serait. Elle a dit que j'avais attendu le moment parfait pour forcer le passé à entrer dans la vie de sa fille. Zoé travaille dans ce théâtre depuis des mois, ai-je dit. Aucune de nous ne savait que Peyton s'était inscrite,
jusqu'à ce qu'elles se rencontrent. Amy a eu un petit rire amer. Tu t'attends à ce que je croie ça? Je n'ai pas besoin que tu le croies, c'est ce qui s'est passé. En arrière-plan, j'ai entendu une porte se fermer, et Peyton a demandé à sa mère pourquoi elle avait reconnu Zoé. Amy s'est éloignée du téléphone avant de répondre. Sa voix est devenue étouffée, mais pas assez pour cacher son tranchant. Je t'ai dit qu'il y avait une femme qui nous avait trahis, a-t-elle dit. C'est sa famille. Peyton a demandé autre chose. Je n'ai saisi que quelques mots. Si le bébé n'a pas survécu, alors pourquoi? Amy est revenue à l'appel avant que Peyton ne puisse terminer. Tu dois dire à Zoé de rester loin de ma fille, a-t-elle dit. Pas de message, pas de répétition ensemble, pas de rencontres accidentelles. Je parlerai au directeur du théâtre s'il le faut. Zoé s'est rapprochée du téléphone. Peyton n'est pas un enfant que tu peux déplacer d'une scène chaque fois que quelqu'un te met mal à l'aise. Amy est restée silencieuse un instant. Lorsqu'elle a repris la parole, elle s'est adressée à moi comme si Zoé n'avait rien dit, tu m'as déjà pris une fille. Tu ne m'en prendras pas une autre. La vieille accusation résonnait différemment avec Zoé debout à côté de moi. Pendant des années, Amy avait raconté aux gens que j'avais changé d'avis pendant la grossesse, et que j'avais gardé un enfant qui lui était destiné. J'avais laissé ce mensonge exister, parce que le corriger aurait exigé d'exposer la partie la plus laide des origines de Zoé. Maintenant, Amy utilisait ce mensonge pour faire passer Zoé pour quelqu'un de dangereux. Je ne t'ai pris personne, ai-je dit. Alors dis-lui de laisser Peyton tranquille. J'ai regardé Zoé. Son visage était pâle, mais elle a soutenu mon regard. Je ne vais pas ordonner à ma fille adulte de participer à un mensonge, ai-je répondu, mais je ne vais pas non plus forcer la vérité sur Peyton. Amy n'a entendu que la première moitié. Elle a dit que j'attendais ma vengeance depuis le jour où Zoé était née. Puis elle a raccroché. Zoé a fixé l'écran sombre dans ma main. Elle a dit à Peyton, tu pensais que le bébé était mort, a dit Zoé. Apparemment, elle lui a raconté que le premier arrangement avait échoué. Ce n'est pas la même chose. Non, ça ne l'est pas, nous sommes rentrés chez nous sans allumer la radio. La distance était courte, mais le silence à l'intérieur de la voiture transportait 21 ans de choix, que j'avais autrefois appelé de la protection. Le mensonge d'Amy avait survécu parce que je ne l'avais jamais contesté là où Peyton pouvait l'entendre. À la maison, Zoé a posé sa pochette à outils sur la table de la cuisine, et a commencé à retirer les objets un par un. Un mètre ruban, 2 crayons, un petit tournevis, et un morceau de papier de verre plié ont formé une rangée soigneuse devant elle. Elle organisait souvent les objets quand ses pensées lui semblaient trop envahissantes. Allais-tu un jour me dire qu'elle avait une autre fille, a-t-elle demandé. Je me suis assise en face d'elle. Je pensais que tu demanderais quand tu serais prête. Je n'ai pas demandé parce que j'avais peur. Sa voix est restée basse, ce qui a rendu l'aveu plus lourd. Elle a expliqué qu'elle avait remarqué que des proches arrêtaient leur conversation lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle avait vu des photographies d'amis avec une jeune fille, mais elle détournait toujours le regard avant de lire les légendes. Elle s'était convaincue que la fille pouvait être une nièce, une amie de la famille, ou quelqu'un sans lien de parenté. Si Amy a eu un autre enfant, a dit Zoé, alors je dois savoir, elle n'a pas décidé qu'elle était incapable d'être mère. Elle a seulement décidé qu'elle était incapable d'être la mienne. J'ai tendu la main vers la sienne, puis je me suis arrêté avant de la toucher. Elle méritait de l'espace pour finir. Je ne voulais pas que tu portes ça, ai-je dit. Alors tu l'as porté pour moi. Je pensais que je te protégeais. Zoé a baissé les yeux vers les objets sur la table. Est-ce que ça a protégé Peyton? La question m'a laissé sans la réponse que j'utilisais depuis des années. Mon silence avait tenu Zoé à l'écart des conflits publics, mais il avait aussi permis à Amy d'élever Peyton dans une fausse histoire. Peyton croyait que sa mère avait perdu un enfant parce que je l'avais trahi. Zoé croyait que poser des questions sur la famille ultérieure d'Amy pourrait prouver qu'elle avait été remplacée. Les deux filles avaient été façonnées par les informations qu'Amy contrôlait. Je ne sais pas ce que dire la vérité à Peyton lui ferait, ai-je dit. La bouche de Zoé s'est contractée. Ne pas savoir lui a déjà fait quelque chose. Elle pense qu'elle doit gagner le droit d'être aimée, et maintenant, sa mère la traîne hors des pièces parce que j'existe. Je lui ai rappelé que la vérité pouvait aussi blesser Peyton. Cela pourrait détruire sa relation avec ses deux parents, et la forcer à reconsidérer chaque histoire qu'elle avait entendue sur notre famille.
Zoé n'était pas en désaccord. Je ne te demande pas de lui envoyer une boîte de documents, a-t-elle dit. Je te demande si nous allons aider Amy à continuer de mentir, si Peyton vient nous voir. Cette distinction était importante. Zoé ne me demandait pas d'exposer Amy publiquement, ou de poursuivre Peyton avec des preuves. Elle demandait si nous dirions la vérité, dans le cas où la fille la chercherait elle-même. J'ai répondu que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Zoé a hoché la tête, mais la déception a traversé son visage, avant qu'elle ne rassemble ses outils et n'aille dans sa chambre. Amy n'a pas retourné mes appels ce soir-là. Elena a contacté Zoé pour lui dire que Peyton ne reviendrait pas aux répétitions dans un avenir prévisible. Amy avait décrit l'incident en coulisses comme un problème médical, et avait demandé que toute communication avec Peyton passe par elle. 2 jours se sont écoulés. Zoé a continué à travailler au théâtre, mais a cessé de mentionner Peyton. Chaque soir, je me surprenais à regarder le meuble verrouillé où je gardais la photo de l'échographie, les dossiers juridiques, et l'email qu'Amy avait envoyé pendant la grossesse. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas encore prête à transformer toute la famille d'une jeune femme en une collection de documents. Le 3e soir, le téléphone de Zoé a sonné alors que nous faisions la vaisselle. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis s'est figée. Le message était arrivé via le système de contact interne du théâtre. Peyton avait trouvé le nom de Zoé sur un ancien programme de répétition, et avait utilisé l'adresse email qui y figurait. Zoé a lu le message une fois, puis m'a tendu le téléphone. Peyton écrivait qu'Amy lui avait dit que la première mère porteuse s'était attachée au bébé, et avait refusé de la rendre. Selon Amy, la grossesse s'était terminée si douloureusement que la famille avait convenu de ne plus jamais en parler. Peyton a dit qu'elle avait cru à cette histoire, jusqu'à ce qu'elle voie Amy reconnaître Zoé. Après être rentrée du théâtre, Peyton avait fouillé dans une boîte à souvenirs au fond d'un placard. À l'intérieur, sous des cartes de vœux pour bébé et de vieux papiers de la clinique de fertilité, elle avait trouvé une photo d'échographie. Elle en avait joint une photo. Même à travers l'écran du téléphone, j'ai reconnu l'image brillante que je n'avais pas vue depuis plus de 2 décennies. La date était imprimée sur le bord, elle avait été prise assez tard dans la grossesse pour contredire l'affirmation d'Amy selon laquelle tout s'était terminé tôt. En haut, de l'écriture d'Amy, figurait le prénom, Grace. Au dos, visible sur la 2e photo de Peyton, il y avait les mots « Notre petit miracle ». La photo prouvait qu'Amy avait autrefois attendu une fille vivante. Elle ne prouvait pas pourquoi j'avais ramené cette fille à la maison. Du point de vue de Peyton, une autre explication était toujours possible, j'aurais pu porter un enfant désiré, m'y attacher, et décider de ne pas le remettre. Amy avait construit son mensonge autour de suffisamment de vérité pour le rendre crédible. Sous les photographies, Peyton n'avait écrit qu'une seule question directe, « Étais-tu le bébé ?» Zoé m'a regardé la lire pendant plusieurs secondes. Aucune de nous n'a bougé. Peyton avait franchi la ligne tracée par Amy, et était venu chercher une réponse. Mais n'importe quelle réponse commencerait à démanteler la famille qu'elle pensait connaître. Je lui ai rendu le téléphone. Si nous lui disons la vérité, il n'y aura peut-être aucun moyen de remettre sa famille comme elle l'était avant. Zoé a regardé la photo de l'enfant qu'Amy avait autrefois qualifié de miracle. Peut-être qu'elle n'a jamais été comme elle le pensait. Zoé n'a pas répondu à Peyton ce soir-là. Elle a relu le message, a posé son téléphone face contre la table, et s'est dirigée vers la fenêtre du salon. Dehors, la lumière du porche éclairait le bord de l'érable, mais elle semblait regarder beaucoup plus loin. Je pensais que je voulais qu'elle sache, a-t-elle dit. Maintenant qu'elle le demande, je ne suis pas sûr de pouvoir être la personne qui change tout. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas une réponse immédiate à Peyton. La vérité impliquait la vie de Zoé, avant d'impliquer la curiosité de quiconque d'autre. Si elle voulait attendre, nous attendrions. Si elle ne voulait aucun contact, je respecterais cela aussi. Zoé a croisé les bras sur sa poitrine, cachant sa main gauche sous son coude droit. Et si elle décide que j'ai ruiné sa famille? Elle pourrait être en colère, ai-je répondu. Elle pourrait croire Amy au début. Elle pourrait nous blâmer toutes les deux, parce qu'elle ne sait pas où mettre cette douleur. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui auras tout ruiné. Non, ai-je ajouté, le mensonge existait avant que tu ne la rencontres. Zoé a hoché la tête, sans avoir l'air convaincue. Elle avait passé toute sa vie à essayer de ne pas devenir un fardeau, maintenant, même la vérité ressemblait à quelque chose qu'elle pourrait forcer une autre personne à porter. Le lendemain après-midi, ma mère est arrivée sans appeler.
Diane se tenait sur le porche, tenant une casserole couverte, de la même façon dont elle le faisait toujours lorsqu'elle voulait entamer une conversation difficile. « Amy m'a appelé », a-t-elle dit, après que je l'ai fait entrer. Elle est hors d'elle. Zoé est restée à table. Elle n'a pas salué sa grand-mère, ni quitté la pièce. Maman a posé la casserole sur le comptoir, et a baissé la voix. Quoi qu'il arrive, cela doit être géré discrètement. Peyton est encore jeune. Il n'y a aucune raison de déchirer deux foyers. Les mots étaient presque identiques à ceux qu'elle avait prononcés 21 ans plus tôt. À l'époque, discrètement, signifiait ne pas contredire Amy quand elle traitait Zoé d'erreur. Plus tard, discrètement, avait signifié laisser les proches croire que j'avais volé un enfant désiré. Maintenant, elle voulait que, discrètement, signifie garder Peyton à l'intérieur de cette histoire. Quel foyer essaies-tu de protéger, ai-je demandé. J'essaie de vous protéger toutes. Tu savais qu'Amy avait refusé de ramener Zoé à la maison. Le visage de maman s'est contracté. Je savais qu'elle avait peur. Je savais que les avocats étaient impliqués. Je ne connaissais pas chaque détail. Tu en savais assez pour savoir que je n'avais volé personne. Elle a regardé vers Zoé, puis détourné les yeux. Je pensais que si nous arrêtions d'en parler, tout le monde pourrait aller de l'avant. Zoé a parlé avant que je puisse répondre, tout le monde, sauf moi. Maman s'est assise lentement. La casserole est restée fermée entre nous. Je t'ai rendu visite, a-t-elle dit à Zoé. Je t'ai tenu dans mes bras. Je ne t'ai jamais traité comme si tu n'étais pas de la famille. Mais tu as accepté de ne pas prononcer mon nom devant Amy. Le silence de maman l'a confirmé. Pendant des années, Diane avait maintenu deux familles séparées, dans l'une, Zoé était sa petite fille, dans l'autre, Amy était autorisée à se comporter comme si Zoé n'avait jamais existé. Maman avait appelé cet équilibre de la paix. Assise en face de Zoé, elle ne pouvait plus prétendre que l'arrangement avait été neutre. Je me disais que j'empêchais la famille de se briser, a-t-elle dit. Elle était déjà brisée, ai-je répondu. Tu as juste demandé aux personnes qui étaient blessées de se tenir tranquillement au milieu des morceaux. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, mais Zoé ne s'est pas précipitée pour la réconforter. Cela comptait. Zoé avait passé assez d'années à protéger les adultes des conséquences de leur propre choix. Après le départ de Diane, Zoé a emporté son téléphone à l'étage. Elle est revenue presque une heure plus tard, et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Je veux répondre à Peyton, a-t-elle dit, mais je ne veux pas d'amis ici, et je ne veux pas que cela ressemble à la construction d'un dossier contre elle. J'ai demandé ce qu'elle voulait que Peyton voie. Les papiers qui montrent ce qui s'est réellement passé. Rien de plus. Pour l'instant. J'ai compris ce qu'elle voulait dire par « pour l'instant ». L'email restait verrouillé dans mon meuble, et aucune de nous n'était prête à mettre la phrase la plus cruelle d'Amy sous les yeux de Peyton. Zoé a répondu qu'elle avait bien été le bébé, et qu'elle était prête à la rencontrer, si Peyton voulait la vérité. Elle a ajouté une condition, la rencontre aurait lieu en privé, sans Amy, et rien ne serait montré sans l'accord de Zoé. Peyton est arrivé chez moi 2 soirs plus tard. Diane l'avait conduite, après avoir confirmé avec Michael que Peyton serait en famille, et qu'elle rentrerait plus tard. Ce n'était pas une disparition secrète, ni une fuite impulsive. Peyton avait demandé cette rencontre, et, pour la première fois, les adultes autour d'elle l'avaient laissé choisir. Elle est entrée avec la même expression prudente que j'avais vue au théâtre. Sa posture était droite, ses cheveux lisses, et ses mains fermement croisées devant elle. Elle avait l'air de quelqu'un arrivant pour un entretien, plutôt que de rencontrer la sœur dont on ne lui avait jamais dit l'existence. Zoé se tenait près du couloir. Pendant un moment, aucune des 2 filles n'a bougé. Puis, Peyton a remarqué les photographies sur le mur. Il y avait Zoé à 6 ans, avec du glaçage sur le nez, Zoé à 10 ans, tenant un nichoir de travers, Zoé à 16 ans, portant un t-shirt de l'équipe technique en coulisses, et Zoé, à Noël dernier, endormie sur le canapé avec un livre ouvert sur la poitrine. Aucune de ces photos n'était spectaculaire, c'était ce qui les rendait puissantes. Peyton s'est approché de l'une d'elles montrant Zoé avec une couronne en papier lors d'une pièce de théâtre à l'école. « Tu étais là tout ce temps », a-t-elle dit. Zoé a hoché la tête. « J'avais toute une vie. » Le visage de Peyton s'est crispé. Ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas d'enfant à trouver. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine. J'ai gardé mon explication simple, car les faits étaient déjà assez difficiles sans les transformer en performance.
Je lui ai dit qu'Amy et Michael avaient créé l'embryon. J'avais accepté de le porter. L'échographie morphologique avait montré une probabilité de différence à la main gauche du bébé. Amy m'avait demandé de mettre fin à la grossesse, j'avais refusé. Peyton a jeté un coup d'œil à la main de Zoé, puis a immédiatement baissé les yeux, honteuse de l'avoir fait. J'ai continué. Amy a cessé de venir au rendez-vous. Ni elle ni Michael ne sont venus à l'hôpital après la naissance de Zoé. Ils ont demandé des évaluations supplémentaires, puis ont refusé d'assumer la responsabilité. Des arrangements temporaires ont été pris. Des avocats ont représenté chacun d'entre nous. Personne ne m'a remis un enfant juste parce qu'il se trouvait que j'étais présente. Peyton a écouté sans m'interrompre, jusqu'à ce que j'apporte le dossier juridique sur la table. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai regardé Zoé. Tu es sûr? Elle a pris une inspiration et a hoché la tête. À l'intérieur se trouvait l'ordonnance d'adoption, les documents de consentement, et les dossiers montrant qu'Amy et Michael avaient une représentation légale. Je n'ai tourné que les pages nécessaires pour répondre à la question de Peyton. Il n'était pas besoin de lui faire lire chaque détail de la procédure. Elle a trouvé la signature d'Amy en premier. Son doigt s'est arrêté au-dessus, sans toucher l'encre. Puis elle a trouvé le nom de Michael sur la page suivante. Ils ont tous les deux signé. Oui. Ils savaient que tu l'adoptais. Oui. Peyton a lu la date, puis est revenue à la signature, comme si elle pouvait changer si elle la regardait assez longtemps. Les papiers ne lui disaient pas pourquoi Amy avait choisi de partir. Ils prouvaient quelque chose de plus immédiat, je n'avais pas volé Zoé. Amy et Michael avaient participé au processus qui avait fait de moi sa mère. Peyton a repoussé le dossier. Elle a regardé Zoé, mais il n'y a eu aucune reconnaissance instantanée, aucune étreinte soudaine, ni aucun soulagement facile. « Est-ce que tu me détestes ?» a-t-elle demandé. L'expression de Zoé s'est adoucie. « Je ne savais pas que tu existais. Mais j'ai eu tout ce qu'elle ne t'a pas donné. »« Tu étais un bébé, toi aussi, » a dit Zoé. « Tu n'as pas choisi ce qu'elle a fait. » Peyton a pincé les lèvres, retenant ses larmes. « Elle m'a montré des photos de la chambre qu'ils avaient préparée pour moi, » a-t-elle dit. Elle disait que j'étais l'enfant qui avait enfin tout réparé. Zoé a regardé vers les photos d'enfance sur le mur. Je ne pense pas qu'aucune de nous n'ait rien cassé. Peyton a couvert son visage de ses deux mains. Elle pleurait la perte d'une sœur, d'une enfance, et d'une version de sa mère, tout cela en même temps. Aucune de nous n'a essayé de la presser à travers cette épreuve. Son téléphone a commencé à sonner. Le nom de Michael est apparu à l'écran. Peyton n'a pas répondu, alors il m'a appelé. « Renvoie-la à la maison », a-t-il dit, dès que j'ai décroché. Sa voix était contrôlée, mais pas calme. Amy panique. Elle est venue ici de son plein gré, et Diane sait où elle est. Cela ne devrait pas se passer sans nous. C'est arrivé à cause de vous, ai-je dit. Il est devenu silencieux. J'ai demandé combien il en savait sur l'histoire qu'Amy avait racontée à Peyton. Il n'a rien dit pendant plusieurs secondes, puis a répété qu'ils expliqueraient tout à la maison. Ce silence a répondu plus que la phrase, il en savait assez pour comprendre le mensonge, et avait laissé Peyton grandir en y croyant. Peyton m'a pris le téléphone. Je ne rentre pas à la maison ce soir. Michael a protesté, mais elle lui a dit qu'elle resterait chez Diane. Sa grand-mère avait déjà accepté, et Peyton appellerait le lendemain matin. Ce n'était pas un départ définitif. C'était une nuit pendant laquelle Amy ne contrôlerait pas les premières heures suivant la vérité. Lorsque l'appel a pris fin, Peyton est retournée vers le dossier. Elle a regardé de nouveau la signature de sa mère, puis la mienne, sur l'ordonnance d'adoption finale. Pourquoi m'aurait-elle dit que tu avais volé un bébé qu'elle avait abandonné par écrit? Zoé m'a regardé. Je savais que la réponse attendait dans le meuble verrouillé de l'autre côté de la pièce, imprimé avec les propres mots d'Amy, et préservé depuis 21 ans. La question de Peyton flottait dans la cuisine, après qu'elle a cessé de parler. Le dossier juridique était ouvert entre nous, la signature d'Amy visible sous la lumière, mais le papier ne pouvait prouver que ce qu'elle avait fait. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Je savais où se trouvait la réponse. L'email avait attendu dans mon meuble verrouillé pendant 21 ans, conservé parce qu'une avocate m'avait un jour dit de sauvegarder chaque message. J'avais toujours imaginé cela comme une protection contre Amy. Je n'avais jamais imaginé le placer devant sa fille. Peyton m'a regardé.
Il y a autre chose, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu tout de suite. Zoé était assise en face d'elle, une main sous la table. Son épaule droite s'était crispée, et je savais que cette main cachée n'était pas un accident. La même jeune femme qui travaillait ouvertement avec des outils et de la peinture dissimulait toujours une partie d'elle-même chaque fois que le rejet d'Amy s'approchait trop. Il y a un email, ai-je dit. Il a été envoyé avant ta naissance. Les mots sont cruels. Peyton a jeté un regard à Zoé. Cruel envers elle? Je lui ai dit que oui. J'aurais pu décider que ces mots étaient trop destructeurs, et les garder enfermés. C'était le genre de décision que j'avais prise pendant des années, tout en appelant cela de la protection. Cette fois, je me suis tourné vers Zoé. C'est ton histoire, ai-je dit. Veux-tu qu'elle le voie? Zoé n'a pas répondu tout de suite. Elle a ramené sa main gauche sur ses genoux, puis l'a recouverte de la droite. Ses yeux sont restés sur le dossier juridique. Je veux le lire en premier, a-t-elle dit. J'ai récupéré la page dans le meuble, et je la lui ai donnée pliée. Peyton a regardé, sans essayer de voir par-dessus son épaule. Zoé l'a ouverte lentement. J'ai vu le moment où elle a atteint le dernier paragraphe. Son visage ne s'est pas effondré. Il est devenu immobile. Elle connaissait la signification du choix d'Amy depuis des années, mais connaître une vérité, et lire le mot exact utilisé contre vous, étaient des blessures différentes. Sous la table, son bras s'est rapproché de son corps. Je voulais reprendre la page, au lieu de cela, j'ai attendu. Zoé a lu l'email une deuxième fois. Puis, elle l'a posé à plat, et l'a poussé vers Peyton. Elle doit savoir, a-t-elle dit, mais je ne veux pas que cela soit transformé en excuse pour que quiconque ait pitié de moi. Peyton a tiré la page vers elle. Ses yeux ont parcouru le langage prudent d'Amy sur l'incertitude médicale, la responsabilité, et l'avenir qu'ils avaient prévu. Puis elle a atteint la phrase qui dépouillait toute explication polie, « Je ne passerai pas ma vie à élever un enfant abîmé ». Peyton s'est arrêté de lire. Ses doigts sont restés sur le bord du papier pendant plusieurs secondes. Le seul bruit venait du moteur du réfrigérateur derrière moi. Elle a regardé du mot « abîmé » à la main de Zoé, puis est revenue à la page. Elle ne découvrait pas qu'Amy avait eu peur, elle découvrait que la peur était devenue un jugement, et que ce jugement avait été utilisé pour décider quelle fille méritait d'être gardée. Ma mère a écrit ça avant la naissance de Zoé, a-t-elle demandé. Je lui ai répondu que oui. Peyton a relu la date. Elle ne savait presque rien de ce que serait la vie de Zoé. Elle n'a même pas attendu de le découvrir. La dernière possibilité qui protégeait Amy a disparu du visage de Peyton. Amy n'avait pas été volée d'un enfant, elle n'avait pas été impuissante face à une urgence médicale, elle n'avait pas simplement mal compris une procédure juridique. Elle avait regardé l'incertitude, et avait choisi le rejet. Avant de rencontrer sa fille. Peyton s'est adossé à sa chaise. Ses yeux ont perdu leur concentration, et je pouvais voir des souvenirs arriver dans un nouvel ordre. Elle nous a parlé d'un concert d'hiver, quand elle avait 13 ans. Elle s'était réveillée avec de la fièvre et avait demandé à rester à la maison, mais Amy avait déjà invité des collègues. Amy lui a donné des médicaments, l'a coiffée, et lui a dit que des gens comptaient sur elle. Peyton avait chanté sous des lumières brûlantes, en essayant de ne pas être malade. Elle s'est souvenue des photos de famille reprises parce que son sourire avait l'air fatigué. Elle s'est souvenue d'avoir ramené un B, et d'avoir caché le papier sous son matelas jusqu'à ce que Michael le trouve. Elle s'est souvenue s'être excusée dans la cuisine pendant qu'Amy se tenait silencieuse au comptoir, même si Peyton ne savait toujours pas de quoi elle s'excusait. J'ai toujours pensé qu'elle me poussait parce qu'elle croyait en moi, a dit Peyton. Elle croit peut-être cela, ai-je répondu prudemment. Peyton a secoué la tête. Elle croyait en la version de moi qui lui donnait l'air d'une bonne mère. Son téléphone a sonné avant que quiconque ne puisse répondre. Le nom d'Amy est apparu sur l'écran. Peyton l'a laissé sonner une fois, puis a décroché et a mis le haut-parleur. Amy n'a pas demandé si Peyton était en sécurité. Elle a exigé de savoir ce que je lui avais montré. Sa voix portait la colère contrôlée de quelqu'un qui essaie de reprendre possession d'une histoire. Peyton lui a dit qu'elle avait vu les dossiers d'adoption et l'email. Amy a inspiré brusquement. Tu n'as aucune idée de ce qui se passait à l'époque. Tante Brenda a pris des mots privés, prononcés lors du pire moment de ma vie, et a retiré tout le contexte. Le contexte, c'était Zoé, a dit Peyton. Le contexte, c'était une grossesse compliquée, des informations médicales incomplètes,
et une mère porteuse qui refusait de respecter les parents d'intention. Ta tante a passé des années à empoisonner cela contre moi. Zoé a tressailli au mot « empoisonner ». Amy parlait toujours comme si son existence était une substance que quelqu'un avait introduite dans la vie de Peyton. Je n'ai rien dit. Cette conversation n'avait pas besoin de moi pour être gagnée. Amy a ordonné à Peyton de rentrer à la maison. Elle a dit que Diane n'avait pas le droit de la garder, et que les affaires familiales ne seraient pas discutées par le biais de documents volés. La main de Peyton tremblait, mais sa voix non. Je reste chez grand-mère ce soir. Je te dirai quand je serai prête à rentrer à la maison. Tu as 18 ans, pas 30. Tu ne comprends pas ce que Brenda est en train de faire. Je comprends ta signature. Amy a changé de tactique. Sa voix s'est adoucie. Elle a dit que Peyton était épuisée, émotive, et manipulée par des personnes qui en voulaient à leur famille. Elle a promis de tout expliquer une fois que Peyton serait de retour là où elle avait sa place. Peyton a fermé les yeux. Ma place est partout où je peux poser une question, sans qu'on me dise quelle réponse j'ai le droit de croire. Elle a mis fin à l'appel. Zoé s'est levée et s'est dirigée vers l'évier. Elle a fait couler l'eau, même s'il n'y avait pas de vaisselle à laver. C'est ce dont j'avais peur, a-t-elle dit. Toute sa famille est en train de s'effondrer parce qu'elle m'a rencontré. Peyton l'a regardé. Ce n'est pas en train de s'effondrer parce que tu existes. Zoé a gardé le dos tourné, alors Peyton a continué, s'était endommagé par le mensonge. Tu n'as pas créé ce mensonge. Tu étais la personne qui l'effaçait. Avant que Zoé ne puisse répondre, Michael a appelé. Peyton a failli l'ignorer, puis elle a accepté l'appel. Il avait l'air fatigué plutôt qu'en colère. Il a dit qu'Amy était submergée, et a demandé à Peyton de ne pas prendre de décision définitive au cours d'une seule nuit pleine d'émotions. Peyton lui a demandé s'il savait qu'Amy avait demandé l'interruption de grossesse. Michael est resté silencieux assez longtemps pour qu'aucune de nous n'ait besoin de sa réponse, mais il a fini par admettre qu'il le savait. Elle lui a demandé s'il avait signé les papiers. Il a dit oui. Puis elle a demandé s'il savait ce qu'Amy lui avait dit au sujet de Brenda volant le bébé. Un autre silence a suivi. Je savais que ce n'était pas toute l'histoire, a-t-il dit. L'expression de Peyton a changé. La douleur est devenue plus claire, presque plus calme. Tu n'arrêtes pas d'appeler ça du silence, comme si rien ne s'était passé, a-t-elle dit, mais chaque fois que tu es resté silencieux, tu as choisi sa version. Michael a essayé d'expliquer qu'il avait voulu protéger la famille qu'il leur restait. Peyton a répondu qu'il avait protégé l'image de la famille, pas les filles à l'intérieur. Elle ne l'a pas coupé pour toujours, ni n'a menacé de ne jamais revenir. Elle lui a dit qu'elle avait besoin d'une conversation honnête avec ses deux parents, et qu'elle déciderait de la suite après cela. Lorsque l'appel a pris fin, Peyton a demandé si la salle de répétition pouvait être utilisée après les heures d'ouverture. Zoé a contacté Elena, qui a accepté de l'ouvrir le lendemain soir et de partir une fois tout le monde arrivé. Elle n'a posé aucune question, si ce n'est pour s'assurer qu'elle serait en sécurité. Peyton a tapé un message pour Amy avant de l'envoyer. Elle a regardé Zoé pour la première fois. Il n'y avait aucune comparaison sur son visage, pas de fille parfaite face à la fille rejetée. Il y avait seulement deux jeunes femmes, essayant de comprendre ce que la même mère leur avait appris sur le fait d'être digne d'amour. Elle ne m'a pas aimé davantage, a dit Peyton. J'étais juste plus facile à montrer aux gens. Puis elle a envoyé à Amy l'heure et le lieu. Elena a déverrouillé la salle de répétition peu avant 19h, et est partie dès qu'elle a su que nous étions toutes à l'intérieur. Les lumières principales de la scène sont restées éteintes. Seules les lumières de secours brillaient le long des murs, baignant les accessoires empilés et les rideaux pliés dans une lumière grise et terne. Sans public, la pièce semblait plus petite qu'elle ne l'était pendant les répétitions, dépouillée de l'illusion que tout ce qui s'y jouait était réel. Zoé se tenait près du bord de la pièce, à côté d'un portant de costumes inachevés. Sa main gauche était cachée derrière son dos. Elle avait travaillé pendant des années sans la cacher, tout en portant du bois, de la peinture et des outils. Pourtant, la présence d'Amy l'avait fait revenir à la posture qu'elle utilisait sur les photos. Je suis resté à plusieurs pas de distance. Chaque instinct en moi voulait me placer à côté de Zoé, mais cette rencontre ne pouvait pas devenir un autre moment où je décidais de sa place, ou de ce qu'elle était prête à affronter. Peyton est entrée avec Amy et Michael. Au début, elle est restée entre eux. Michael avait l'air plus vieux qu'il n'en avait eu l'air au téléphone, ses épaules étaient voûtées sous son manteau.
Amy paraissait composée, ses cheveux étaient lisses, son rouge à lèvres impeccable, et son sac à main pendait à son bras, comme si elle était arrivée pour un rendez-vous planifié plutôt que pour rendre des comptes à la fille qu'elle avait effacée. Ça a été assez loin, a dit Amy. Peyton, nous devons parler en privé et dissiper ce malentendu. Peyton n'a pas bougé. Ce n'est pas un malentendu. On t'a donné des documents sans contexte, par des gens qui nous en veulent depuis des années. Amy m'a regardé lorsqu'elle a dit « des gens ». Elle n'a pas regardé Zoé. Peyton a suivi son regard. Dit son prénom. L'expression d'Amy s'est crispée. Ce n'est pas à propos d'elle. Alors dis-le. Pendant un moment, Amy a semblé incapable de comprendre pourquoi un seul prénom comptait. Elle a jeté un coup d'œil vers Zoé, puis a détourné les yeux. Zoé, a-t-elle finalement dit. C'était la première fois que j'entendais ma sœur prononcer le prénom de ma fille. Elle l'a dit avec précaution, comme un mot qu'elle ne voulait pas garder dans sa bouche. Amy s'est retournée vers Peyton. Les médecins nous ont prévenus que la grossesse pourrait impliquer de graves incertitudes. Brenda a refusé de respecter les souhaits des parents d'intention. J'étais jeune, effrayé, et on me demandait d'accepter un avenir que personne ne pouvait m'expliquer. Chaque phrase contenait suffisamment de vérité pour paraître raisonnable. Les médecins nous avaient prévenus des incertitudes. J'avais refusé l'exigence d'Amy. Elle avait eu peur. Ce qu'elle omettait, c'était le choix qu'elle avait fait après chaque nouvelle information. Le spécialiste a dit que le reste de la grossesse semblait en bonne santé, ai-je dit. On t'a offert plus d'informations, de soutien, et de temps. Après la naissance de Zoé, on t'a donné une autre opportunité d'assumer tes responsabilités. Tu as demandé si les médecins pouvaient la rendre normale. Quand ils n'ont pas pu promettre ça, tu as refusé. Les yeux d'Amy se sont posés sur moi avec fulgurance. Tu as toujours cru que tu comprenais ce que je pouvais gérer mieux que moi-même. Non, ai-je répondu. Je croyais que Zoé méritait de vivre assez longtemps pour devenir plus que ta peur. Je me suis arrêté là. J'avais passé 21 ans à imaginer ce que je pourrais dire, si jamais Amy devait faire face à la vérité devant ses deux filles. Aucun de ces discours n'avait sa place dans cette pièce. Les dossiers étaient connus, l'email avait été lu. Ce qui allait se passer ensuite devait venir des filles. Zoé a ramené sa main cachée vers l'avant, juste le temps de la gripper contre son autre poignet. Elle ne s'est pas approchée d'Amy. Tu n'es pas parti parce que j'avais besoin de trop de choses, a-t-elle dit. Tu es parti avant même de savoir qui je serais. Le visage d'Amy a changé, mais Zoé ne lui a pas laissé le temps de transformer cette phrase en dispute. Je ne te demande pas d'être fier de moi, a continué Zoé. Je ne te demande pas de m'appeler ta fille. J'avais besoin que Peyton sache que je ne t'ai pas été enlevé. Tu as choisi de ne pas venir. Michael a baissé la tête. Zoé, je suis désolé. Elle l'a regardé sans répondre. J'aurais dû arrêter ça, a-t-il dit. J'aurais dû venir à l'hôpital. Je n'arrêtais pas de me dire qu'Amy était terrifiée, et que nous pourrions arranger les choses plus tard. Puis plus tard n'a cessé de s'éloigner. Ses excuses semblaient sincères, mais la sincérité ne restaurait pas les années que son silence avait contribué à effacer. Peyton s'est tourné vers lui. Tu savais ce qu'elle m'avait dit. Michael a passé une main sur sa bouche. Je savais que ce n'était pas toute la vérité. Tu m'as laissé croire que tante Brenda avait volé un bébé à notre famille. Je pensais que garder le passé fermé était le seul moyen de protéger ce qu'il nous restait. La voix de Peyton est restée calme, ton silence était aussi une réponse. Michael n'a rien eu à dire à cela. Il a reculé, laissant entre lui et Peyton un espace qu'Amy a immédiatement tenté de combler. Elle a tendu la main vers le poignet de Peyton, mais Peyton a retiré son bras. La maîtrise d'Amy s'est brisée. Penses-tu que je ne me suis pas sacrifié pour toi? Chaque leçon, chaque médecin, chaque école, chaque opportunité venait de moi, pour m'assurer que tu aies la vie que tu méritais. Peyton a regardé sa mère. La vie que je méritais, ou la vie que tu pouvais montrer aux gens? Amy a secoué la tête. Tu es bouleversé. Brenda t'a appris à tout réinterpréter comme de la cruauté. J'ai lu tes mots. Ils ont été écrits lors du pire moment de ta vie. Ils ont été écrits à propos d'un enfant. Amy a fait un pas vers elle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'offrir la meilleure vie possible. Ces mots ont flotté dans la pièce vide. Ils auraient pu, autrefois,
réconforter Peyton. J'avais entendu Amy utiliser un langage similaire, chaque fois que le contrôle avait besoin de ressembler à de la dévotion. Le regard de Peyton s'est déplacé au-delà de sa mère, vers Zoé. Il est passé du visage de Zoé à la main gauche qu'elle avait ramenée près de son corps. Peyton avait lu le mot « abîmé » sur la page. Maintenant, la personne qu'Amy avait réduite à ce mot se tenait à quelques mètres à peine. Lorsque Peyton a parlé, sa voix était à peine plus forte que le bourdonnement des lumières de secours. « Si j'étais née différente, m'aurais-tu abandonné, moi aussi ?» Amy a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Personne n'a bougé pour la sauver. Michael n'a pas donné d'explication. Je n'ai pas répondu à sa place. Zoé est restée immobile. Le silence a duré assez longtemps pour que le visage d'Amy perde toute expression préparée. Elle regardait Peyton comme si la bonne réponse avait toujours existé quelque part, et venait soudainement d'être retirée. Peyton s'est éloigné d'elle. Amy a murmuré son prénom, mais Peyton a continué à travers la salle de répétition. Ses chaussures ont fait 3 bruits sourds contre le sol, avant qu'elle ne s'arrête à côté de Zoé. Pendant une seconde incertaine, les filles se sont tenues épaule contre épaule, sans se toucher. Zoé a regardé Peyton, puis lui a lentement tendu la main droite. Peyton l'a prise et l'a tenue. Amy a prononcé le nom de Peyton à nouveau, plus fort cette fois. Peyton ne s'est pas retournée immédiatement. Elle a baissé les yeux sur leurs mains jointes, puis sur la sœur dont on lui avait appris qu'elle n'existait pas. Lorsqu'elle a finalement fait face à sa mère, sa voix était calme, « Je crois que j'ai envie d'apprendre à connaître ma sœur. » Peyton a quitté la salle de répétition avec Diane ce soir-là. Elle n'a pas annoncé qu'elle coupait les ponts avec ses parents, et personne ne lui a demandé de prendre une décision permanente alors que le choc était encore vif. Elle avait 18 ans et était légalement capable de choisir où elle restait. Mais la liberté n'effaçait pas les choses pratiques, comme les vêtements d'école, les dossiers d'inscription à l'université, ou la voiture enregistrée au nom de Michael. Pendant les jours suivants, elle a dormi dans la chambre d'amis de ma mère, tandis que Diane l'aidait à organiser ce dont Peyton avait besoin à la maison, sans la forcer à une nouvelle confrontation avec Amy. Amy a appelé à plusieurs reprises au début. Quand Peyton a cessé de répondre, elle a envoyé des messages par l'intermédiaire de Michael, puis de Diane. Elle disait qu'elle s'inquiétait que Peyton soit manipulée, et qu'un chapitre terrible datant de plusieurs décennies ne devrait pas effacer 18 ans de maternité. Peyton n'a répondu qu'une seule fois, « Je te parlerai quand tu pourras parler de Zoé sans la traiter d'erreur, de vol, ou d'influence de quelqu'un d'autre. » Amy n'a pas répondu à cette condition. Au lieu de cela, elle a publié une ancienne photographie de famille dans laquelle Peyton se tenait entre ses parents, portant une robe blanche et un sourire répété. La légende disait que leur famille restait forte à travers un malentendu privé et douloureux. Peyton a vu cela alors qu'elle était assise à la table du petit déjeuner de Diane. Elle n'a pas pleuré, ni jeté le téléphone. Elle a ouvert la publication, a retiré le tag qui la reliait à son compte, et a envoyé un autre message à Amy, « N'utilise pas mon image pour raconter une histoire que je n'ai pas approuvée. » La photographie a disparu dans l'heure. C'était la conséquence à laquelle Amy semblait le moins préparée à faire face. Personne ne l'a arrêtée, n'a ruiné sa carrière, ou ne l'a traînée devant un public. Elle avait simplement perdu le droit de placer Peyton dans la position qui protégeait le mieux son image. Chaque fois que Peyton faisait un choix sans demander la permission, Amy découvrait à quel point il restait peu de contrôle une fois la confiance disparue. Michael est venu chez moi 2 jours plus tard. Zoé a accepté d'être présente, mais elle a choisi la chaise la plus éloignée de lui. Il ne lui a pas demandé de l'appeler papa, ni n'a prétendu qu'une seule excuse pouvait créer une relation qui n'avait jamais existé. Je me disais que je sauvais mon mariage, a-t-il dit. Amy s'effondrait, et je pensais que si je la soutenais, nous pourrions survivre à ce qui s'était passé, et devenir de meilleures personnes plus tard. Zoé l'a regardé fixement. As-tu un jour demandé ce que survivre signifiait pour moi? Michael a baissé les yeux. Non. Il a admis qu'après la naissance de Peyton, contester la version d'Amy l'aurait forcé à expliquer pourquoi il avait signé les papiers. Chaque année de silence rendait l'année suivante plus facile. Finalement, il ne se considérait plus comme en train de mentir, il pensait qu'il protégeait la vie qu'ils avaient construite. Tu as protégé ton mariage de la vérité, ai-je dit. Tu n'as pas protégé tes filles. Michael a hoché la tête. Il a demandé à Zoé si elle pourrait un jour lui reparler. Je ne sais pas, a-t-elle répondu, et je ne te dois pas encore de réponse. Il a accepté cela.
C'était la première chose utile que je l'avais jamais vue faire pour elle. Les excuses de Diane sont venues plus discrètement. Elle s'est assise avec Zoé dans notre cuisine, là où tant des pires choix de notre famille avaient été déguisés en inquiétude. Maman a dit qu'elle avait cru que maintenir deux parties de la famille séparées empêcherait davantage de douleur. J'ai appelé le silence de la paix, parce que je n'étais pas celle qui le payait, a-t-elle dit. Zoé ne lui a pas pardonné immédiatement. Elle l'a seulement remercié d'avoir enfin dit la vérité, sans demander à personne d'autre de la rendre plus facile. Peyton et Zoé ont commencé à apprendre comment être des sœurs, sans prétendre que la biologie les avait rendues familières du jour au lendemain. Leur premier café a duré 20 minutes, et a inclus plusieurs silences inconfortables. Peyton aimait les boissons sucrées, dont Zoé disait qu'elles avaient le goût de bonbons fondus. Zoé préférait la vieille musique folk, tandis que Peyton insistait sur le fait que la plupart des chansons sonnaient comme quelqu'un s'excusant à côté d'une guitare. Elles n'étaient facilement pas d'accord, ce qui semblait les surprendre toutes les deux. Amy avait appris à Peyton que le conflit menaçait l'amour, Zoé lui montrait que deux personnes pouvaient ne pas aimer la même chanson, lever les yeux au ciel, et se retrouver quand même le lendemain après-midi. Certains jours, elle parlait du passé, d'autres jours, non. Peyton a demandé comment était Zoé à l'école, et a ri quand je lui ai montré une photo de Zoé portant un costume d'arbre en carton. Zoé a demandé à Peyton si elle avait déjà aimé chanter, avant qu'Amy ne le transforme en un accomplissement. Peyton a dit qu'elle pensait que oui, mais qu'elle avait besoin de temps pour séparer la musique de la pression qui l'entourait. Leur relation n'était pas instantanément tendre. Peyton posait parfois des questions qui blessaient, parce qu'elle ne savait pas encore où se trouvaient les plaies. Zoé se repliait parfois lorsque Peyton mentionnait un souvenir d'enfance avec Amy. Aucune des deux filles n'exigeait de l'autre qu'elle réagisse correctement. Elle recommençait, chaque fois qu'elle le pouvait. La conversation la plus difficile pour moi a eu lieu un soir, après que Peyton soit retourné chez Diane. Zoé est restée à notre table, tournant une tasse de café vide entre ses mains. « Je suis en colère contre toi aussi », a-t-elle dit. Je m'étais attendu à de la colère envers Amy et Michael. Je ne m'étais pas préparé à entendre qu'une partie de celle-ci m'était destinée. Zoé m'a dit que je lui avais dit la vérité par morceaux, mais que j'avais toujours décidé quelle pièce elle était assez forte pour tenir. J'avais gardé la deuxième fille d'Amy vague. J'avais caché l'email. J'avais traité ma peur de blesser Zoé comme si c'était Zoé qui choisissait de ne pas savoir. Je pensais que je te protégeais, ai-je dit, puis je me suis arrêté. Cette phrase avait déjà fait assez de dégâts dans notre famille. J'avais tort, ai-je continué. La vérité t'appartenait. J'aurais dû t'aider à y faire face, au lieu de décider quand tu étais autorisé à la voir. Les yeux de Zoé se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. Je n'ai pas expliqué à quel point j'avais eu peur, ni énuméré tout ce que j'avais bien fait en tant que mère. Une excuse qui exige de la reconnaissance n'était qu'une autre façon de contrôler la réponse. Je suis désolé, ai-je dit. Tu n'as pas à pardonner ça ce soir. Elle a tendu sa main droite au-dessus de la table. Je l'ai tenue, comprenant que même l'amour construit en restant pouvait quand même faire des erreurs, lorsqu'il avait trop peur de la douleur. Peyton est retournée au théâtre la semaine suivante. Elle a rencontré Elena en privé, et s'est retirée du rôle principal qu'Amy avait voulu. Elle n'a pas quitté la production, elle a choisi un rôle plus petit, et s'est portée volontaire pour aider en coulisses, là où les erreurs pouvaient être corrigées sans devenir une preuve publique d'échec. Amy a envoyé un message après avoir appris le changement, je ne sais pas comment réparer ça. Peyton l'a montré à Zoé alors qu'elle triait des costumes. Aucune des deux filles n'a répondu. Le message n'était pas une excuse, mais c'était la première fois qu'Amy admettait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler jusqu'à la perfection. Qu'elle change ou non dépendrait de ce qu'elle ferait après cette prise de conscience, et non de la capacité de ses filles à soulager son inconfort. Le dernier soir de la production, le public est parti, et la troupe a commencé à débarrasser la scène. Peyton portait encore une partie de son costume. Zoé avait de la poussière sur son jean, et une traînée de peinture près de sa joue. Elle se tenait sous une lampe de travail, riant d'une porte d'accessoires qui s'était coincée lors de la dernière scène. J'ai levé mon téléphone et j'ai demandé une photo. Elles se sont rapprochées sans attendre d'instructions. Zoé a glissé sa main gauche derrière son dos par habitude. Peyton l'a remarqué, mais elle n'a pas tendu le bras ni tiré la main vers l'avant. « Tu veux la laisser comme ça ?» a-t-elle demandé. Zoé a baissé les yeux pendant un moment.
J'ai revu chaque photographie sur laquelle elle avait essayé de faire disparaître une partie d'elle-même. Puis elle a ramené sa main vers l'avant, et l'a posée ouvertement à ses côtés. Peyton lui a souri. Tu n'as rien à me cacher. Avant que l'une ou l'autre ne puisse arranger son visage, elles ont recommencé à rire. J'ai pris la photo avec l'éclairage inégal, le costume froissé de Peyton, et la main de Zoé entièrement visible. Personne ne m'a demandé de la reprendre. Personne ne l'a retouchée. La photo était imparfaite et honnête, et les deux filles étaient toujours là. Un enfant ne devrait jamais avoir à devenir parfait, avant que quelqu'un ne décide de rester.